C'est tout bon. Alors, le château d'Aquimbronne, effectivement, on a fait une première approche monumentale, ce que j'appellerais une première approche monumentale. Donc, ça désigne finalement des relevés, une observation en fait. C'est davantage une observation extrêmement fine du bâtiment existant, hein, sans technique intrusive. Hein, donc, on n'est pas allé, on n'a pas pris de marteau pour enlever du mortier, pour enlever des enduits, etc. On n'a pas pris de pelle pour creuser dans le sol. On s'est contenté, entre guillemets, d'observer le bâtiment tel qu'il se présentait à nous. Alors, quelques éléments méthodologiques, peut-être dans un premier temps, pour vous expliquer un petit peu la démarche. Ces relevés ont été réalisés entre le 7 juin et le 19 juin 2021, donc il y a un an, hein, presque jour pour jour. Donc il y a eu quelques relevés complémentaires qui ont été réalisés également en février 2022, puisque en février 2022, un ancien appentis en fait, qui était accolé à la dépendance sud du château a été démonté, ce qui a permis de mettre au jour des maçonneries anciennes. Et donc voilà, ces maçonneries ont été relevées également, mais un petit peu plus tardivement que le reste. Donc quand je dis relevé, il y a eu un relevé complet, un relevé photogrammétrique. Donc c'est-à-dire que l'on couvre entièrement par des photos au sol et des photos par drone, l'ensemble du bâtiment, ce qui permet en fait d'avoir une modélisation 3D des murs, d'une manière générale du bâtiment. Et pour être sûr de ne pas faire d'erreur, on prend des points de vérification qui sont géoréférencés grâce à un appareil qu'on appelle un tachéomètre. Donc voilà, tout simplement pour vérifier les distances, les altitudes de ce que nous reconstruit le logiciel à partir des photographies. On a également fait un inventaire photographique complet des marques lapidaires, donc toutes les marques qui sont présentes sur les pierres, qu'elles datent du Moyen-Âge ou qu'elles datent d'avant-hier, ont été relevées et voilà, on en a proposé une lecture. On a fait également un relevé pierre à pierre manuel, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un dessin où on représente toutes les pierres d'une élévation. Donc, ce sont les deux photos que je vous ai mis ici. Alors, j'ai été aidé quand même dans ce travail de relevé par des étudiants qui ont accepté de venir bénévolement pour pouvoir participer, parce que si le relevé, j'avais dû le faire tout seul, déjà, ça aurait été très compliqué, hein, puisque quand vous avez un mur qui fait 2,50 m de haut, eh ben, c'est très difficile tout seul de faire ce relevé pierre à pierre. Et surtout, il m'aurait pas fallu 2 semaines, mais 2 ans hein, pour le réaliser. Donc voilà, ça a été un travail qui a été fait, hein, ce relevé pierre à pierre, puisque là, en l'occurrence, le lieu qui a été relevé, le deuxième niveau de la tour nord, était trop exigu pour avoir une couverture photographique intéressante pour faire de la photogrammétrie. Ensuite, il y a eu un relevé en plan des caves. Donc c'est un relevé qui a été fait par triangulation de points. Donc il existait déjà des relevés qui avaient été réalisés par Thierry Fauvel, hein, donc qui servent. D'ailleurs, je vous montrerai hein, des plans qui sont extraits des relevés faits par Thierry Fauvel des niveaux supérieurs, mais les caves n'avaient pas été relevées. Donc ça a été fait. Et il y a également eu un relevé pierre à pierre dans l'une des caves, puisqu'elle présentait des élévations assez intéressantes et assez perturbées. Et enfin, un autre relevé photogrammétrique, mais sur la façade sud du corps de logis, puisque il y a des choses intéressantes à cet endroit-là, mais je vais y revenir un petit peu plus en détail. Et donc, pour chacune de ces opérations de relevé, on procède à un enregistrement par ce que l'on appelle des unités construites. C'est-à-dire que finalement, chaque élément maçonné qui présente un certain caractère d'homogénéité reçoit un numéro, et pour chaque numéro, on a une fiche avec une description très précise. Donc, quel est le matériau, quel est le type d'assisage,
Qu'est-ce qu'on a comme mortier? Est-ce que ce sont des joints très fins? Est-ce que ce sont des joints très épais? Est-ce que ce sont des blocs? Est-ce que ce sont des moellons? Et cetera, et cetera. Donc on a des descriptions qui sont vraiment très, très précises de tout ce qui a pu être observé, heu, au niveau du site et c'est ce qui permet de proposer, hein, une réflexion très fine. Donc au niveau de la structuration du propos, vous allez voir qu'on va partir, vraiment d'observations très générales et on va progresser vers des choses, très particulières, hein, des éléments extrêmement, précis, mais qui sont, tous révélateurs, d'un pan de l'histoire du site d'Aquimban. Alors, je vous propose, dans un premier temps, de replacer un petit peu le site dans son contexte, hein. Donc là, on est, vraiment une vue très large. Alors, le château d'Aquimbronne, bon, je pense que tout le monde le situe, à peu près. On est, voilà, on est dans le Pas-de-Calais et si vous êtes arrivé jusqu'au lycée à Limbre, c'est que vous connaissez à peu près où se trouve le château d'Aquimbronne, puisque c'est juste à côté. Ce qu'il est intéressant de noter quand même, c'est la présence d'une route. Vous voyez, est-ouest ici, une route qui relie Bailleul, Hasbrouck, Saint-Omer et jusqu'à Boulogne-sur-Mer, qui est vraisemblablement, enfin qui est, de manière assurée en fait, une route très ancienne puisqu'on en a des traces déjà dans les textes à la fin du Moyen Âge, notamment le secteur d'Hasbrouck. On sait que c'est une route qui est très régulièrement refaite, puisqu'elle se dégade très vite, parce qu'elle passe notamment dans des milieux marécageux, et donc voilà, elle s'abîme et il faut la refaire régulièrement pour permettre à tout le monde de circuler dessus assez facilement. Alors, le château d'Aquimbronne, voilà, c'est ici matérialisé avec la petite étoile rouge que vous avez au milieu, vous voyez qu'il est construit à peu près à équidistance du centre de Limbre et du centre de la ville d'à côté, hein, Sec. On est dans la vallée d'un cours d'eau qui est l'Aa, fleuve structurant pour le secteur, pour tout le Pas-de-Calais d'une manière générale. Et on n'est pas très loin de la confluence avec un petit affluent de l'Aa qui est la Bec. Donc voilà, pour le secteur. Si on regarde au niveau du relief, on voit que, le relief forme une sorte de cuvette assez ample, qui a permis d'ailleurs l'installation de la ville de Limbre, mais le château, lui, vient s'installer plutôt à un endroit où il y a un resserrement, géographique, hein. Vous voyez que, les plateaux, qui dominent la vallée de la Haye sont beaucoup plus, proches ici, que la vallée est plus étroite, au niveau du château. Alors, c'est une configuration qu'on retrouve parfois, mais c'est quand même assez peu fréquent, hein, d'avoir, des châteaux, en plein milieu de la vallée comme ça, lorsque l'on a la possibilité de s'implanter sur des plateaux. Alors, il y a plusieurs possibilités et là, en l'occurrence, l'élément, géographique le plus intéressant stratégiquement, c'était la montagne, hein, puisque c'est l'élément qui domine vraiment, le paysage. Donc avoir un château sur la montagne, il y a un aspect défensif, parce que forcément, les pentes, accentuent, le caractère défensif du site et il y a un aspect symbolique aussi, hein, c'est-à-dire que le château qui se trouve au sommet de la montagne domine le paysage, tout comme, l'occupant du château domine socialement la société qui se développe à ses pieds. Donc là, c'est pas le cas. On voit que le château d'Aquimbronne, se développe vraiment en fond de vallée. Alors, c'est difficile à expliquer en l'état actuel. C'est peut-être pour bénéficier de la route. Donc aujourd'hui, la route, elle passe, vraiment au sommet des plateaux. Elle passait vraisemblablement un petit peu plus au sud, en fait, hein, à l'origine, suivant probablement la départementale ou à peu de choses près la départementale, actuelle et non pas la nationale. Et on reviendra, hein, tout à l'heure sur ces questions de route, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être quelque chose qui justifie, l'installation du château à cet endroit-là. Et
Alors, si on regarde d'ailleurs, hein, vous voyez le château d'Aquimbrone, donc ici on est sur la carte géologique, donc on est dans le domaine calcaire qui caractérise toute la partie française au nord de Paris. Vous voyez que le château est vraiment installé non pas sur les coteaux calcaires, mais bien sur le fond de vallée dans une zone d'alluvion récente. Alors, quand on dit récent en géologie, c'est quand même ancien, hein, ce sont des alluvions quaternaires, mais voilà, c'est assez étonnant hein, finalement comme installation. Donc, première possibilité, on se focalise un petit peu sur la route, on se met en lien avec la route. L'autre possibilité, c'est que les seigneurs d'Aquimbrone, lorsqu'ils construisent leur château, arrivent dans un paysage qui est déjà polarisé finalement par d'autres seigneuries, Limbre, etc. Et ils n'ont matériellement, foncièrement finalement, que la possibilité d'installer leur château à cet endroit. Et quand on regarde un petit peu les textes qui décrivent la seigneurie d'Aquimbrone, on voit que c'est une petite seigneurie hein, qui se développe essentiellement dans ce secteur-là. Donc voilà, les possibilités d'implantation du château sont quand même relativement limitées. Et alors, quelque chose aussi qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier, nous, on se protège de l'eau, hein, avec, nos plans de prévention du risque inondation, et cetera et cetera. Mais au Moyen Âge, à l'époque moderne, quand on n'a pas l'eau courante, et ben, avoir un cours d'eau à proximité de chez soi, c'est quand même extrêmement, intéressant. Et donc, la proximité de l'eau est souvent recherchée, à ces périodes-là, alors qu'on a tendance à s'en écarter aujourd'hui. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, commencer notre démarche régressive et on va regarder la cartographie ancienne. Vous avez ici un extrait de la carte de Cassini. Donc, c'est une carte qui est établie au XVIIIe siècle, non pas par un Cassini, mais par des Cassini, hein, puisqu'il y a plusieurs générations de Cassini qui sont des ingénieurs des ponts et chaussées à travailler dessus. Et l'objectif de cette carte, qui couvre l'ensemble du royaume de France, c'est de matérialiser les routes qui sont potentiellement empruntables par le roi dans ses déplacements pour aller à la guerre ou pour aller dans ses fonctions de représentation à divers endroits du royaume. Donc c'est intéressant puisque vous avez ces routes qui sont matérialisées, mais aussi les principaux éléments du paysage, et on voit figurer Aquimbrone, hein, vous voyez ici, donc le petit figuré du château, et on voit bien hein, tout ce secteur marécageux, très marécageux de la Ensuite, vous avez juste à côté la carte d'état-major. Donc c'est là encore un gros travail de cartographie qui est réalisé pour l'armée entre 1820 et 1866. Et cette carte d'état-major, l'avantage, c'est que comme elle est établie pour des militaires, elle est extrêmement précise, hein, puisqu'on a besoin de connaître voilà, les dénivelés pour pouvoir installer l'artillerie, de connaître les principaux points de passage pour l'infanterie, etc., etc. Donc c'est vraiment une ressource cartographique de choix quand on fait de l'histoire, quand on fait de l'archéologie. Il faut vraiment regarder ces deux cartes. Alors, je reviens sur la carte de Cassini. C'est une carte qui met bien en évidence le tracé de la route, Limbre-Sec, hein, on la voit ici pour cette portion. Et donc cette portion Limbre-Sec disons, correspond aussi à la route que je vous montrais tout à l'heure, qui fait Bailleul, Hasbrook, Saint-Omer, Boulogne. Donc on est vraiment sur cet itinéraire extrêmement important. Et on voit également un carrefour, ici, hein, au niveau de Le Lingan. Donc vous avez une route grossièrement est-ouest et une route grossièrement nord-sud. C'est un axe, notamment cette route-là, un axe vraiment important également, qui permet de relier le Calaisis au Pays d'Artois et au-delà du Haut-Pays d'Artois jusqu'à la Somme. Et donc, quand on est dans les pays de la Somme, on est quasiment à Paris déjà. En tout cas, on est aux portes vraiment du domaine royal. Alors, l'importance du réseau Vière, hein, ici, pour la structuration de Limbre
et pour la présence du château d'Aquimbrone semble quand même, extrêmement, important. Alors sur la carte d'état-major, du 19e siècle, on, on voit très clairement que cet intérêt pour la route est bien présent, et en plus comme, on est à une échelle différente, on voit bien que, le château a presque attiré la route à lui. Vous voyez, on a une espèce de enfin, on a plusieurs diverticules qui sont en liaison directe avec l'accès au château. Donc ça, c'est assez intéressant de le noter et ça rejoint des études qui ont été faites, qui montrent que le château, lorsqu'il est important, qui peut être associé à une route, parfois, eh ben, génère justement ce genre de diverticules, hein, donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est d'autant plus intéressant que si vous regardez, vous voyez, vous avez des points de part et d'autre de la route. Ces points correspondent en fait à des arbres. Donc c'est ce que l'on appelle une avenue, hein, au sens premier du terme, donc une route avec des bordures plantées d'arbres. Et si vous regardez, jusqu'à Lioette, en fait, on a ces arbres, hein, depuis l'Imbre, etc. Et on a des arbres également dans les diverticules. Mais une fois qu'on a franchi le domaine du château, eh ben, ces arbres disparaissent. Alors les avenues caractérisent des routes vraiment importantes, qu'on cherche à monumentaliser par la présence de nature, mais sauf que voilà, cette monumentalisation disparaît après. Donc ça renforce encore cette idée de lien viaire notamment, avec l'espace urbain limbrois. Alors, si on regarde cette fois-ci un autre document, toujours cartographique, vous avez là sous les yeux un extrait du plan du cadastre napoléonien. Donc, alors, j'ai plus la date exacte en tête pour le cas de l'Imbre, mais il me semble qu'on est dans les années 1810. On voit justement tout l'intérêt du château de se placer dans une zone marécageuse, en réalité, on voit se dessiner autour du château tout un réseau hydrographique pardon, assez dense. Alors, vous voyez ici la route, vous avez ici les deux diverticules de la route qui convergent vers le château, et donc vous avez tout ce réseau de canaux qui desservait des zones de jardin, hein, puisque associé à ce plan, vous voyez que vous avez chaque parcelle porte un numéro, et en fait vous avez associé à ce plan ce que l'on appelle les matrices cadastrales ou les états des sections aussi, et donc pour chaque parcelle, vous avez l'indication du contenu des cultures, etc. Donc c'est assez intéressant. Et là, en l'occurrence, on retrouve du jardin, du verger, tout ce qui fait les abords habituels de châteaux, de manoirs, etc. Voilà, donc ces canaux-là peuvent avoir un intérêt d'agrément, donc ils viennent pour alimenter les jardins par de l'irrigation, mais aussi ils créent voilà, une atmosphère, une ambiance où l'eau est présente, et on aime beaucoup l'eau, comme je vous le disais tout à l'heure, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, puisque ce sont vraisemblablement des canaux de l'époque moderne. Ça a un effet aussi défensif, bien évidemment, hein, puisque on a une défense passive dont l'objectif est de multiplier les obstacles face à un potentiel assaillant. Donc là, plus vous avez de canaux, plus vous avez d'obstacles potentiels à franchir. Et il ne faut pas oublier non plus d'éventuels aspects plus utilitaires. Alors, on a peut-être la présence d'un lavoir ou d'un abreuvoir, par exemple, ici. Là, on a une plateforme, vous voyez, en plein milieu de l'eau, qui est très difficile d'interpréter, en l'occurrence, mais qui peut avoir un usage tout à fait pratique, domestique, hein, finalement. Voilà un petit peu, pour ce premier abord, hein, finalement, du site, cette première approche, purement cartographique. On va s'intéresser maintenant, on continue de se rapprocher, de changer d'échelle, on va s'approcher du monument en lui-même. Alors, bon, le château d'Aquimbrone, tout le monde le connaît à peu près, je pense. Donc il se présente sous la forme d'un grand corps de logis en U, que vous avez ici, avec 2 tours d'angle, sont elles-mêmes pourvues de tourelles, et vous avez en avant 2
dépendances qui viennent prolonger un petit peu la forme de U du site. Ce corps de logis est pourvu de 3 niveaux au-dessus du sol, on va dire, un rez-de-chaussée, 2 étages, dont un étage sous comble, et un niveau en sous-sol, hein, qui est constitué de caves. Donc vous avez ici le plan du niveau de rez-de-chaussée, hein, donc l'entrée principale, on va dire, se trouve ici, et dans ce coin-ci, vous avez un escalier qui dessert les différents étages du corps de logis. Vous avez également une entrée ici qui permet d'accéder aussi à la grande salle, à la pièce maîtresse qui se trouve vraiment au centre du logis. Et ici, ça correspond en fait à une ancienne aile de commun, donc plutôt cuisine, stockage, et cetera. Et on venait desservir la salle ici, et cette partie-là du site était plutôt consacrée justement à de la résidence, cette partie-là et les étages. On passe à l'étage. Alors vous avez les 2 dépendances ici, hein, qui correspondent à ces 2 petits édifices plus bas. Voilà, donc on ne retrouve pas à l'étage, hein, c'est pour ça que le U est plus court ici. Alors, à l'étage, donc je vous ai dit, l'escalier principal arrive à ce niveau-ci, et vous voyez que la distribution des pièces est assurée par un long couloir. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de le noter, puisqu'en fait, la distribution par couloir, c'est quelque chose qui n'est pas français à l'origine, qui est anglais. En France, vous auriez eu en réalité des pièces, donc des pièces vraiment traversantes, hein, avec des fenêtres de part et d'autre du logis, et vous auriez traversé tout simplement ces pièces les unes après les autres, donc avec plusieurs antichambres jusqu'à arriver à la chambre du seigneur des lieux. Là, c'est pas le cas. On a vraiment l'utilisation d'un couloir, qui est une mode plutôt anglaise, hein, qui s'impose vraiment à partir du XVIIe siècle en France, et qu'on utilise encore aujourd'hui. Vous voyez aussi qu'à chaque étage, on a un accès sur la tour nord. En revanche, la tour sud ne fonctionne pas, on n'a pas d'accès, hein, avec le corps de logis. L'accès à la tour sud se fait donc heu, au niveau des étages par la tourelle d'escalier. C'est le seul moyen d'y accéder, et vous remarquerez aussi une petite anomalie ici. Vous voyez que le mur ici, entre cette partie sud et le reste du corps de logis, est quand même beaucoup plus épaisse que le reste des murs, hein. Si on revient sur la diapo précédente, vous voyez, vous avez des murs qui sont peu épais, mais qui, voilà, on a quand même un mur très épais au niveau du deuxième étage. Donc ça, c'est intéressant. Ça individualise déjà, de prime abord, cette partie sud du château. Et donc ici, vous avez le niveau sous comble. Donc ce n'est pas représenté ici, mais en réalité, vous aviez des parois très fines, hein, des parois en papier mâché, littéralement, qui venaient scinder un petit peu cet espace sous comble, et qui devaient servir de logement pour les domestiques qui se trouvaient au château. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail aussi les façades, on a réfléchi en plan, maintenant on va réfléchir en élévation. Vous avez ici donc la façade d'accueil, la façade sur cour. Qu'est-ce qu'on voit? On a une recherche de symétrie. Vous avez donc le corps de logis central, de part et d'autre, donc les deux U, et vous avez une porte ici, qui donne donc vers le hall et vers l'escalier qui dessert les étages, et une porte ici, qui donnait vers la cuisine, vers les communs. Vous avez ensuite 5 travées, 1, 2, 3, 4 et 5 travées, qui sont toutes, pardon, pourvues de fenêtres, en partie basse ou en partie haute, ou alors des 2 portes sur les extrémités. À l'exception, ici, il manque une fenêtre, hein, finalement, pour cette travée-là. Alors, est-ce qu'il y avait un élément décoratif particulier qui se trouvait ici? C'est possible, mais en tout cas, on n'en conserve pas de traces. Donc voilà, c'est la seule raison, moi, qui me permettrait d'expliquer la présence de ce mur plein plutôt que d'une fenêtre.
Sur la façade arrière, cette fois-ci, donc on voit, les 2 tours vraiment, très monumentales, hein, qui prennent du volume et qui donnent un élan aussi à l'élévation. On retrouve les travées, mais, vous voyez qu'ici la symétrie a disparu. Donc 1, 2, 3, 4, 5 travées, comme à l'avant, mais vous voyez qu'on a aussi une demi-travée ici, donc avec une fenêtre qui est moins large que les autres. Vous avez ici une petite anomalie, donc en fait, les architectes qui ont conçu et même plutôt reconstruit le château, ici, ont visiblement un petit peu bricolé, hein, pour, disons, donner à cette façade l'allure qu'elle a aujourd'hui. Alors pourquoi ils ont un petit peu bricolé? Et c'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas leur métier, c'est vraisemblablement parce qu'il existait antérieurement à cette façade-là, une autre disposition, une autre façade des lieux, et donc ils ont dû tenir compte de ce qui existait en reconstruisant le logis et probablement en reconstruisant une grosse partie aussi des tours. Là, je reviendrai, là-dessus. Mais voilà, ces anomalies dans la façade ne sont pas là par hasard, hein, elles s'expliquent éventuellement par l'évolution du bâtiment. Alors, parlons justement un petit peu plus en détail de ces évolutions, puisqu'on a, d'autres documents iconographiques. Alors ça, c'est intéressant pour Aquimbrone, c'est qu'on a quand même des documents iconographiques, plusieurs, hein, qui nous permettent de documenter le site. C'est pas le cas partout, hein, c'est pas le cas pour tous les châteaux. Donc là, on peut se réjouir quand même d'avoir ce genre de document. Donc ici, vous avez un document qui est conservé à Saint-Omer, à la bibliothèque de Saint-Omer. C'est en fait un atlas des dîmes qui date des années 1776-1779. Et donc, dans cet atlas des dîmes, donc à la base, c'est un document de nature fiscale, hein, voilà, c'est un recensement de toutes les dîmes qui sont dues dans le secteur de Saint-Omer. Et il s'est associé à un certain nombre de représentations, justement pour localiser l'emprise des dîmes. Et on trouve sur une de ces représentations gouachées le château d'Aquimbron. Alors, comment il est représenté? Ben, vous voyez qu'on retrouve le corps de logis en U, les 2 tours. Alors là, on a des fossés qui sont visiblement très larges. C'est vraisemblablement une simplification du réseau des canaux qui existait très probablement autour du château. Simplement, l'objectif, ce n'est pas de représenter fidèlement le château, c'est simplement de marquer sa présence dans un territoire plus vaste où on va prélever des dîmes. Donc on n'a pas besoin que ce soit nécessairement une représentation très précise. Donc là, on simplifie vraisemblablement le réseau de canaux, on fait simplement de grosses douves autour du château. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde bien, eh ben, on voit ici un plan qui est à peu près carré, et surtout, on voit deux petits éléments, deux petites saillies circulaires ici, qui répondent en fait à ces 2 tours-là. Alors, visiblement, ce ne sont plus des tours, ce ne sont peut-être que des bases de tours, ou peut-être simplement le tracé des tours qui sont conservés, mais il est possible, en observant ce plan et en observant l'élément d'à côté, je vais y revenir tout à l'heure, il est possible que le château d'Aquimbronne, aujourd'hui en forme de U, ait été à l'origine tracé selon un plan quadrangulaire, pourvu de 4 tours de flanquement avec un petit châtelet d'entrée. Et là, on arriverait à l'image plus traditionnelle que l'on se fait du château fort au Moyen-Âge. Alors, si on regarde ici ce document, c'est un croquis préparatoire aux fameuses gouaches de Croy, réalisé par un artiste valenciennois à la toute fin du XVIe siècle et dans les premières années du XVIIe siècle, hein, qui s'appelle Adrien de Montigny. Et donc, tout comme là, on avait une sorte d'atlas des dîmes, ici, le seigneur de Croy demande à ce qu'il soit réalisé une encyclopédie de toutes les seigneuries qu'il possède.
Et donc, on va avoir une représentation sous forme de gouache pour chaque seigneurie. Alors, dans le cas ici du château d'Aquimbronne, on n'a qu'un croquis préparatoire. La gouache n'est pas conservée. En tout cas, on voit moins bien le château. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien déjà, le plan quadrangulaire semble se confirmer. Parce que vous avez une tour, deux tours, et vous voyez ici une troisième tour, et tout ça est relié par un logis ici, qui doit bien correspondre à ce logis-là, mais aussi une courtine sur le côté, qui doit correspondre à ce mur-là. Et donc, on ne peut qu'imaginer la présence d'une quatrième tour dans l'angle, mais qui est masquée par le reste de l'élévation. Alors, ce qu'il est intéressant de noter également, vous voyez, vous avez une espèce de croix ici et ici. Alors, ces croix, ce sont en fait des T, la lettre T, qui veulent dire, dans le jargon graphique des gouaches de Croy, c'est de la tuile. Hein. Donc, on avait un corps de logis qui n'était pas couvert en ardoise, comme c'est le cas aujourd'hui, mais en tuile. Et ici, surtout, si vous regardez bien, cette tour, elle n'est pas circulaire, comme celle-là, mais elle est carrée, hein, ou en tout cas quadrangulaire, et elle est couverte d'un toit en bâtière et non pas d'un toit en poivrière. Et là encore, c'est un toit qui est constitué de tuiles et non pas d'ardoise. Et vous avez en dessous, ici, sur l'élévation de la tour, un petit P, et là encore, c'est une lettre, hein, ce n'est pas un petit zigouigoui décoratif, c'est vraiment une lettre, c'est P, ça veut dire pierre, tout simplement. Donc on avait un château en pierre, avec des éléments couverts en tuiles, peut-être en ardoise. Mais vous voyez ici que sur la poivrière de la deuxième tour, on n'a pas de lettre ici de représenter. Par contre, on sait très bien par l'observation des autres gouaches qu'il n'était pas rare de voir cohabiter de la tuile et de l'ardoise hein, sur ce genre d'édifice. Voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on observe tout simplement ces deux documents, potentiellement, le site était à l'origine de plans carrés, pourvu de 4 tours, et que cette tour circulaire ici, qui est encore circulaire aujourd'hui, était peut-être vers 1600, en fait, une tour carrée qui a été reconstruite, donc nécessairement après 1600. Donc, il faut bannir de vos idées l'idée que le château d'Aquimbronne est un château dans son état actuel du XIVe ou même d'avant. Hein. On est bien sur un château postérieur à 1600, au moins pour son aspect global actuel. Mais ce château du XVIIe siècle prend appui sur des fondations antérieures. Et je peux vous dire tout ceci grâce aux relevés qui ont justement été réalisés en 2021, et donc je vais vous détailler un petit peu plus précisément à la suite. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions pour le moment? Je vais revenir peut-être en visuel et stopper le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions? Autant les poser au fur et à mesure, ça sera peut-être plus facile. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous donne le micro, parce que pour l'enregistrement. Oui, et puis surtout pour que j'entende, parce que c'est pas forcément évident à distance. Oui. Oui, le château de Limbre était voisin et il existait déjà. Oui. Hein, l'édifice religieux qu'on vient de voir, là, il s'agit de... C'est l'ancienne église de Limbre. C'est l'ancienne église de Limbre. Oui, Oui, tout à fait. alors les distances sont... Ah oui, alors effectivement, hein, sur les gouaches de Croy, on a des imprécisions, on a des reconstructions graphiques, hein, parfois. Alors moi, j'ai étudié en particulier le château de Fressin, et sur la gouache qui représente le château de Fressin, en fait, les dispositions du château de l'église sont inversées, et le château est retourné par rapport à l'angle de vue de l'artiste. Donc en fait, on a une recomposition de ces gouaches pour mettre en avant, on va dire, les meilleurs profils des bâtiments qu'on veut représenter. Mais bon, après, ça nous donne quand même des informations intéressantes, mais c'est clair qu'il faut garder à l'esprit qu'on peut avoir des recompositions et donc des imprécisions sur ce qui est représenté. Alors, les rapports de la seigneurie de Limbre avec ce château d'Aquimbronne à l'époque.
Alors, ça, c'est une bonne question. Deux éléments de réponse. D'une part, moi, je me suis vraiment focalisé sur l'aspect monumental, sur l'aspect historique. Il y a un gros travail qui reste à faire. Deuxième élément de réponse, je pense qu'on ne conserve pas, ou très peu, les documents, en fait, hein, qui permettraient de préciser les relations qui existaient entre la seigneurie de Limbre et la seigneurie d'Aquimbronne, ou alors on conserverait peut-être un document par-ci, par-là, et ce serait assez peu finalement pour bien préciser les choses. Ah, c'est étonnant de voir le château d'Aquabronte s'installer à la proximité, quoi. Hein, Oui, par rapport au château de Limbe, on avait évidemment Snagran à l'époque, et même on pourrait oui. penser à Aisne, hein, évidemment. Hein, mais ça, ici, ils sont vraiment proches l'un de l'autre. Hein. Oui, tout à fait. Alors en fait, bon, il y a plusieurs possibilités. Et là encore, en l'absence de source, il est difficile de vraiment avoir une réponse catégorique. Mais moi, je pense qu'il y a surtout une différence fonctionnelle. C'est-à-dire que le château de Limbre correspond vraiment à l'installation d'une seigneurie châtelaine, d'une seigneurie banale au milieu du Moyen-Âge, là où le château d'Aquimbronne est plutôt une installation, on va dire, alors, soit une installation clairement militaire qui devient une installation de plaisance au XVIIe siècle, soit une installation de plaisance dès l'origine, donc un petit château correspondant à un petit fief dépendant de la seigneurie de Limbre. Voilà. Oui, d'accord. Ça répond à votre question? Oui, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y en a d'autres éventuellement? Pas d'autres questions pour le moment? Non. Bon, alors, allons-y. Eh bien, très bien. Alors, je reprends le partage d'écran. Hop. Voilà, donc les relevés. Alors, les relevés, bon, je vais partir des relevés photographiques dans un premier temps, et puis je vais sectoriser un petit peu les éléments par rapport à leur intérêt. Alors, premier élément, c'est cette fameuse tour sud, donc tour qui est aujourd'hui circulaire, mais que si on en croit la gouache, enfin le croquis préparatoire à la gouache de Croix, ont été à l'origine quadrangulaires. Déjà, si on regarde les extérieurs, on voit plusieurs anomalies. Alors, vous avez plusieurs lézards ici qui montrent une certaine fragilité de cet élément-là, mais surtout, vous avez deux fenêtres qui sont bouchées, des fenêtres qui sont très grandes, étroites et très grandes en même temps, hein, donc ce ne sont pas du tout des meurtrières, hein, on est dans des dimensions vraiment très différentes de ce type d'ouverture, mais voilà, des ouvertures étroites, très allongées, qui ont été bouchées à une période donnée. Et vous avez ici donc une tourelle d'escalier qui est une tourelle en encorbellement, vous voyez, qui commence à peu près au milieu du premier niveau du corps de logis. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que si on regarde, vous avez une ouverture ici, et on a en fait la création d'une diagonale. Vous voyez, visuellement, hein, il faut vous imaginer ces ouvertures débouchées. Visuellement, on a une diagonale qui vient mettre en valeur le corps de logis. Et on a quelque chose d'assez similaire, hein, pareil avec ces ouvertures bouchées, sur la tour nord. Donc on a déjà une recherche esthétique hein, qui est quand même assez intéressante ici. Vous avez également des petites anomalies étranges. Alors par exemple ici, vous avez un arc, vous voyez, un arc brisé qui est constitué de briques jaunes. Alors on retrouve de la brique jaune comme ça au sommet, c'est assez étonnant, je vais y revenir tout à l'heure. Cette tour sud, c'est l'élément qui est le moins bien conservé. Vous avez ici une vue de l'intérieur. Donc les planchers hein, sont inexistants aujourd'hui. Pourtant, on sait qu'elle était encore occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. On a encore des restes voilà, d'huisseries, d'escaliers qui correspondent à cette période-là. Le château d'Aquimbronne a été occupé hein, par des troupes allemandes. Et vous avez par exemple ici la trace qu'on voit dans l'enduit. Je pense que Mélissa vous montrera tout ça en vrai tout à l'heure, mais qui correspond à un escalier hein, qui permettait d'accéder
au premier niveau de cette tour. Donc là, ici, on est au niveau du seuil, hein, vraiment la porte d'entrée. Donc on y accède par une volée de marche en briques. Et vous voyez que le sol a été fait en briques, en opus picatum, hein. Donc, c'est quelque chose d'assez récent, hein, cette réalisation du seuil. À l'origine, en fait, on n'accédait pas à cette tour sud par le rez-de-chaussée du logis. On ne pouvait accéder à cette tour sud qu'en empruntant justement la tourelle d'escalier qui s'y trouvait accolée. Et donc, la création de cette ouverture est vraisemblablement assez récente, et la création des escaliers en bois à l'intérieur même de la tour sont très récents. À mon avis, c'est pas antérieur à la Seconde Guerre mondiale, ou de très peu en tout cas. Et vous voyez d'ailleurs que les ouvertures qui correspondent à cette tourelle d'escalier sont en décalage par rapport au niveau des planchers de la tour. Donc on a vraiment eu à plusieurs reprises des recompositions dans les circulations au niveau de cette tour. Et ça, c'est assez intéressant. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, bien sûr. Si on regarde, vous voyez, par exemple, cette fenêtre-là est vraiment géniale, parce qu'en fait, c'est une fenêtre qui ouvre, on va dire, sur plusieurs fenêtres. En réalité, vous avez plusieurs ouvertures successives ici. Alors, vous avez une première ouverture ici qui a été bouchée, puis on a réouvert un œil de bœuf à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez intéressant, et ça montre bien que cette tour a vécu, hein, qu'elle a connu vraiment plusieurs phases d'occupation et aussi plusieurs modes différents d'occupation. On a eu besoin d'une grande fenêtre, puis après on a bougé cette fenêtre, et puis après on a réouvert une petite fenêtre, etc., etc. Donc voilà, l'évolution des usages de cette tour sud est quand même une question à soulever. Vous voyez ici encore un escalier qui permettait d'accéder, donc là on est au premier étage de la tour, l'escalier qui permettait d'accéder, hein, finalement au deuxième étage, et vous avez une porte qui donnait vers la partie sud du logis, non pas vers le corps de logis principal, mais vers la partie sud, et vous avez ici une fenêtre aussi qui a été bouchée. Donc là encore, évolution des usages de cette tour. Et enfin, en partie haute, on a des choses un petit peu énigmatiques. Vous avez juste sous la charpente des boulins. Et vous voyez, ces boulins font le tour, hein, vraiment le tour de la tour, pour le coup. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Alors, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'agissait d'un niveau vraiment au sommet de la tour, correspondant à un pigeonnier. On a d'ailleurs ici les traces d'une ancienne ouverture qui a été bouchée en maçonnerie, hein, et qui répond aussi à la présence de l'arc en briques jaunes sur la paroi extérieure. Donc on avait vraisemblablement une ouverture qui permettait aux volatiles de s'introduire dans la tour et d'y nicher ici. Alors pourquoi je vous parle de pigeonnier? C'est parce qu'en fait on a un texte de 1739 où on liste les tâches qu'a à réaliser le jardinier du château d'Aquimbronne. Et en fait, dedans, on nous dit, eh ben, tous les matins, il faut aller ouvrir la porte du pigeonnier, tous les soirs, il faut aller la refermer. Sauf que ce pigeonnier, il n'est pas présent à Aquimbronne sous la forme vraiment d'un édifice individualisé, comme on peut les voir parfois. Donc, il est possible, compte tenu du caractère modeste de la seigneurie, que le pigeonnier se trouvait directement au sommet de la tour. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces pigeons, enfin, vous voyez les boulins qui permettaient d'accueillir les couples de pigeons, se trouvent à l'intérieur de la tour, alors que les pigeons sont quand même à l'origine un élément ostentatoire, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, en fait, si vous voulez, vous avez le droit dans votre résidence à un nombre de boulins qui est fonction à la superficie de terre que vous contrôlez. Hein. Donc vraiment, les boulins des pigeonniers, c'est représentatif de l'assise foncière de votre seigneurie. Et donc, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est à mettre en façade ces boulins pour les pigeons, parce que plus on va en avoir en façade, plus le visiteur va se dire « Oula,
lui, il a une seigneurie extrêmement riche. Or là, ils sont vraiment vers l'intérieur. Donc bon, c'est un petit peu plus énigmatique, mais en dehors de cette fonction possible liée au pigeonnier, je ne vois pas à quoi ça peut correspondre d'autre. Alors, si on continue de s'intéresser à la tourelle d'escalier qui est accolée à cette tour, là aussi, on peut voir plusieurs phases. Alors, en partie basse, hein, grosso modo, jusqu'au premier étage du corps de logis, voilà le type d'assisage que l'on va retrouver pour l'escalier. Donc, on a un appareillage des marches qui est en petit à moyen appareil. On a, alors, je suis désolé, j'ai oublié le terme français, j'ai le terme en ancien français, et on appelle ça une engravure, hein, donc une rainure, voilà, une rainure qui accueillait en fait des pièces de bois. Donc ces pièces de bois, d'une part, ça isole acoustiquement, hein, pour les pas dans l'escalier, et surtout ça évite que les pierres ne soient usées trop vite, hein. Il vaut mieux remplacer un morceau de bois que l'on encastre dans la marche que de remplacer complètement une marche d'escalier. Donc là, on voit, hein, ce rainurage visant à accueillir une pièce de bois, et on voit d'ailleurs la pièce de bois sur la partie supérieure. Et en fait, plus on va progresser dans l'escalier, donc au-delà du premier étage du corps de logis, on va tomber sur des marches avec soit de très gros modules, soit même des monolithes, hein, constituant la marche. Alors toujours le rainurage avec la pièce de bois, mais en tout cas l'appareillage des marches change, ce qui nous indique que finalement on a plusieurs étapes dans la construction de cet escalier. Donc l'escalier, la partie supérieure de l'escalier est sans doute plus récente que la partie inférieure. On a bien deux niveaux de chantier différents, et en plus, quand vous êtes dans l'escalier, quand vous serez peut-être tout à l'heure dans l'escalier, vous constaterez qu'il y a un léger dévers de cet escalier vers l'ouest. Donc en reprenant l'escalier au-dessus du premier niveau, en fait, eh ben on a créé un léger désaxement de l'axe central autour duquel tourne l'escalier à vis. Et alors, autre élément intéressant, vous voyez ici, donc c'est une photo du ciel, donc la partie supérieure, hein. Vous avez les marches en bas et le ciel au-dessus de votre tête. Et en réalité, ce ciel ici, on voit qu'il n'est pas constitué de voûtes en pierre à ciser, etc. Il est vraiment taillé à travers le fourrage du mur de la tour. Ça veut dire qu'à l'origine, vous aviez le mur de la tour, et qu'en fait, on est venu percer cet escalier à travers. Donc on a une partie de l'escalier qui est finalement plus récente que la construction de la tour elle-même. Donc là encore, vraiment sur cette tour sud, on a des évolutions, hein, plusieurs phases dans l'évolution de l'occupation de cette tour. Alors pour la tour nord, en partie extérieure, on retrouve un petit peu les mêmes problématiques. Alors on retrouve un petit peu de briques jaunes en partie supérieure, on retrouve des ouvertures qui étaient étroites et relativement hautes, bouchées. Alors il y en a un petit peu plus débouchées pour le coup sur la tour nord. On a toujours la création de cet effet visuel en diagonale qui a sans doute pour objectif de mettre en valeur le corps de logis central. Vous avez une autre ouverture, alors bon, elle était au nord celle-là, alors je comprends qu'il l'ait bouchée, une fenêtre, et ici, si on regarde bien, donc vous voyez que les jambages, donc vous avez la fenêtre ici, et les jambages en fait descendent un peu plus bas. Donc ça veut dire que vous aviez une structure en surplomb ici, avec un encorbellement. En réalité, c'est un ancien siège de latrine qui se trouvait ici, et donc on y accédait à l'intérieur de la tour par une gaine qui est ménagée dans l'épaisseur de la tour directement, ce qui est une disposition assez classique pour ce genre d'éléments. Et alors en partie basse, on va retrouver un petit peu pêle-mêle, donc là il y a eu des reprises à plusieurs moments dans l'histoire du château, mais on retrouve un petit peu de briques jaunes, et on retrouve aussi un petit peu de briques rouges beaucoup plus récentes, et notamment au pied de cette tour nord, il y avait, en tout cas selon les témoignages, des latrines qui avaient été installées par les soldats allemands en 1944. Et donc la présence de cette brique rouge est peut-être à associer justement à des travaux réalisés par ces soldats allemands pour leur aisance personnelle.
Pour ce qui concerne l'intérieur, le niveau de rez-de-chaussée et le premier étage de la tour nord sont encore habités aujourd'hui et les murs sont enduits, décorés, pourvus de décorations aussi par monsieur et madame Fauvel. Donc, bien évidemment, on ne s'est pas amusé à décrocher tout ce qu'il y avait sur les murs. On ne pouvait pas étudier concrètement ces deux premiers niveaux. En revanche, le troisième niveau, on pouvait l'étudier, puisque une grosse partie des pierres de ce niveau-là étaient à nu. Donc voilà un relevé pierre à pierre, ce que ça donne. Donc pour réaliser ce type de relevé manuellement, eh ben, il faut 15 jours à 4 personnes, de 8h30 du matin à 5h30, 6h le soir, puisque en fait ça suppose donc de tendre des axes, donc grosso modo vous tendez 1 mètre, et ensuite par rapport à ce mètre qui vous sert de référence, eh ben, vous prenez 4 points sur une pierre, et donc avec un second mètre, vous allez mesurer la distance qui sépare l'axe de référence au point de la pierre. Et donc il faut faire 4 points minimum par pierre pour pouvoir dessiner une pierre dans l'espace. Donc c'est un travail qui est un travail de fourmi assez fastidieux, et heureusement qu'il y avait des étudiants bénévoles suffisamment fous pour venir m'assister dans ce genre de tâches. Alors, les pointillés aussi que vous trouvez ici, ça correspond à des angles de mur. Donc là, vous avez, si vous voulez, il faut vous imaginer que cette partie-ci vient se recoller avec cette partie-ci, et qu'à chaque pointillé, ça correspond à un angle du mur. D'accord? Donc, c'est une pièce complète qui est tout autour de vous, mais que l'on a dépliée en 2D pour avoir une lecture des différentes élévations. Alors, vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments. Alors, je vais peut-être même zoomer dessus. Vous voyez que l'on a été jusqu'à représenter les différentes marques lapidaires sur chacune des pierres. Donc, il n'y a pas un oubli, je vous le garantis. Toutes les marques lapidaires que l'on a observées sur le mur sont présentes sur le relevé, parce que c'est extrêmement important. Voilà, vous avez par exemple ici, vous voyez 2 traits horizontaux comme ça, enfin grossièrement horizontaux, ça correspond au chiffre 2 par exemple. Alors on va retrouver 4 traits c'est 4, 3 traits c'est 3, le V ici c'est 5 et ainsi de suite. Donc c'est des choses intéressantes et qu'il faudra sûrement étudier plus finement prochainement, puisqu'en fait ça peut correspondre à des modules de pierre. Ça ne correspond pas aux assises, parce que voilà, ça ne correspond pas. Mais par contre, ça peut correspondre à des modules de pierre. Donc un module 2, eh ben, ça peut être un module de pierre qui fait autant de hauteur sur autant de largeur, et ainsi de suite. Donc ça, il faudra pouvoir étudier plus finement ces appareillages pour mettre en corrélation. Et donc vous avez d'autres types de graffiti, on retrouve des dates, on retrouve des représentations un petit peu plus figurées. Vous avez notamment, hop, je zoome, un moulin qui se trouve ici, vous voyez des croix qu'on retrouve régulièrement, etc., etc. Alors, cette élévation-là, elle est intéressante puisqu'on a différents types de matériaux qui sont présents. Ce que vous avez en rose, ça correspond vraisemblablement à l'élévation d'origine du bâtiment. C'est une pierre calcaire, mais très marneuse, donc un calcaire assez gris, finalement, qui est présent ici. Et on voit que cette élévation originelle est recoupée à plusieurs endroits par des élévations donc avec de la pierre blanche. Donc tout ce qui est en blanc, c'est vraiment de la pierre blanche, du calcaire blanc. Et vous avez également des endroits où on a des maçonneries qui mêlent la pierre blanche et la pierre marneuse grise. Donc sans doute des endroits de réemploi, c'est-à-dire qu'on a reconstruit une partie du mur en utilisant un petit peu ce que l'on avait sous la main. Alors, vous avez ici, ce sont des linteaux et jambages de portes. Donc, vous avez ici une porte ici qui donne vers la tourelle qui est accolée à la tour, et vous avez ici la porte qui permet d'accéder en direction du corps de logis. Et ensuite, vous avez 2 fenêtres. Une fenêtre ici, qui est bouchée, c'est la grande fenêtre au nord que je vous montrais tout à l'heure, et vous avez une autre grande fenêtre
ici, qui elle est débouchée, hein, ça correspond, si je reviens, voilà, c'est cette fenêtre-ci. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre relevé pierre à pierre, eh ben, le travail n'est pas fini. Alors, vous avez des grandes zones blanches ici. En fait, ces grandes zones blanches correspondent à des zones d'enduit, hein. C'est un enduit au lait chaud qui a été appliqué postérieurement, hein, puisqu'on retrouve aussi bien sur de la pierre blanche que sur de la pierre marneuse. Donc, voilà, tout ça était enduit à l'origine et à certains endroits, l'enduit est complètement parti, mais à d'autres, cet enduit est resté et donc on n'a que des bribes finalement de pierre et de graffiti. Mais il faut vous imaginer que sous cette zone blanche enduite, eh bien, vous avez aussi hein, tout le puzzle en pierre qui pourrait être retracé si jamais on enlevait cet enduit. Donc le travail de l'archéologue ou de l'historien du bâtiment ne s'arrête pas là, puisque les archéologues sont un petit peu fous. On enregistre tout ça sous forme d'unités construites. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, vous voyez une poche de calcaire blanc. Donc, en gris clair, c'est le calcaire blanc. En gris foncé, c'est le calcaire marneux, donc plus gris. Une poche de calcaire blanc avec, vous voyez, des joints vraiment très, très grossiers. Donc, c'est une rustine, hein, finalement. Vous imaginez que vous aviez le mur en calcaire marneux, qu'il a été abîmé pour une raison ou pour une autre, et on est venu mettre une rustine en pierre blanche à cet endroit-là. Et bien, cette rustine, ça correspond à une unité construite. Le mur d'origine, ça correspond à une unité construite. Donc, ce qu'on appelle l'US 200, qui est l'unité construite du mur d'origine, l'UC 201, l'UC 204, par exemple, c'est une partie de mortier qui vient tenir le jambage de la porte. Pareil pour l'UC 203, l'UC 207, et ainsi de suite. Donc, pour chaque élément maçonné distinct, on a une unité construite qui est créée et donc des descriptions dans les fiches qui sont réalisées. Alors, ici, en l'occurrence, la plus ancienne phase à ce niveau-là du bâtiment est réalisée donc en petit ou moyen appareil de pierre calcaire gris marneux, hein, donc c'est vraiment cet appareillage-là. Ça correspond aux UC, voilà, notamment 200, 208, etc. Vous avez ensuite ces maçonneries en calcaire marneux qui sont systématiquement recoupées par des maçonneries en calcaire blanc. Alors vous en avez ici, vous en avez ici, ici, ici également. Donc ça veut dire que à un moment donné, le château était très abîmé, sauf que les modes de construction ont évolué et qu'on n'utilisait plus de calcaire gris, mais du calcaire blanc. Et donc on s'est mis à reconstruire le château avec du calcaire blanc. Voilà. Ensuite, vous avez ici quand même un élément intéressant à cet endroit-là. Donc là, c'est une plaque d'enduit de chaux qui était restée en place. Ici, en gris très foncé, c'est du ciment très récent, mais néanmoins, ça suit, vous voyez, une forme particulière qui correspond en fait à un ancien conduit de cheminée qu'on est venu boucher avec des pierres de remploi issues des deux constructions antérieures. Donc cette cheminée a dû fonctionner en même temps que les murs en craie grise, en même temps aussi que la reprise en craie blanche, et à un moment donné, on a cessé de faire fonctionner cette cheminée et on l'a comblée avec les pierres que l'on avait sous la main, donc le calcaire gris et le calcaire blanc. Donc vous voyez un petit peu comment on est amené à réfléchir lorsque l'on fait un petit peu de l'archéologie du bâtiment comme ça, pour comprendre bien l'évolution. Donc là, grosso modo, il y a 3 phases dans l'évolution de cette pièce, et vraisemblablement de la tour d'une manière générale. Première phase, un château avec des intérieurs en craie grise. En plus, sur l'une de ces pierres ici, on avait un millésime, hein, on était aux alentours de 1550, donc c'est parfait. On va se dire que la craie grise, elle est du milieu du XVIe siècle. Ensuite, une reconstruction en pierre blanche, et ensuite, on a des reprises de confort, notamment la suppression de la cheminée, hein, donc avec les pierres que l'on a sous la main. Ça va? C'est relativement clair?
Oui, il n'y a pas de réaction particulière. Sinon, Dominique, hein, tu n'hésites pas à me faire signe pour que je puisse m'arrêter et reprendre. Alors, je continue sur un autre élément extrêmement intéressant. Donc là, vous avez une photogrammétrie. Hein, donc, c'est vraiment un relevé. Il faut vous imaginer que pour ce relevé ici que vous avez devant vous, donc on pourrait... bon, je ne vais pas démarrer le logiciel pour ça, mais en fait, on pourrait le tourner. Hein, il est vraiment en 3D. Donc, on aurait vraiment l'épaisseur des allèges de fenêtres, etc. Et là, il a fallu une cinquantaine de photos, en fait, hein, pour avoir cette représentation 3D ici. Donc, c'est comme si on embarquait dans notre PC une portion du réel. Et donc, je ne souhaite pas que ça arrive, hein, bien sûr, mais si jamais le château venait à disparaître dans 40, 50, 60 ans, eh ben, on a cet enregistrement 3D qui est fait, et donc on pourrait, c'est finalement comme si on revenait dans le passé, hein, grâce à cet enregistrement 3D. Et donc, à partir de cet enregistrement 3D, on va pouvoir faire un enregistrement des unités construites, là encore, comme on a fait précédemment. Donc là, on voit que le gros du mur est constitué de blocs de petits et moyens appareils de craie blanche, très bien assisés. On a des choses un petit peu disparates. Alors, on a pas mal d'enduit ciment, hein, qui est venu masquer un petit peu la lecture. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une fenêtre intéressante, puisque vous avez un bord de fenêtre en pierre, mais ce n'est pas la taille d'origine, puisqu'en fait, cette partie-ci a été refaite en briques. Donc soit c'est la taille d'origine, mais la fenêtre était très abîmée et on a refait donc le jambage en briques, soit la fenêtre était moins large ou plus large, et on a déterminé une largeur différente pour cette fenêtre en créant un pied droit en briques. Et ici, en revanche, vous voyez, cette fenêtre n'existait pas lorsque le mur en calcaire était en élévation. Vous imaginez que la fenêtre n'était pas présente, et elle a été créée a posteriori, très probablement à la fin du 19e ou au début du 20e, hein, vu la tête de la brique rouge ici. Voilà, en tout cas, il faut, si on veut remonter dans le temps, gommer la présence de cette fenêtre ici. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est la présence de briques jaunes, et même d'un assisage très particulier de briques jaunes. Pour ceux qui habitent en Artois, du côté de Béthune, Lillers, etc., vous connaissez sans doute le rouge bar, donc c'est-à-dire 3 lits de briques et 1 lit de calcaire. Donc là, on retrouve plus ou moins cette disposition-là, encore que ce soit un peu perturbé dans le bas, mais ça peut correspondre à ce qu'on peut éventuellement appeler du jaune bar, hein, puisque l'on a ici de la brique de Saint-Omer, qui est plutôt de couleur jaune. Et alors, stratigraphiquement, on voit que ces maçonneries-là sont placées sous l'élévation en craie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la craie blanche, elle est postérieure au XVIe siècle, puisque dans cette élévation-là, la craie du XVIe siècle, c'est la craie marneuse. Celle-là recoupe la craie marneuse, donc elle est forcément postérieure. Donc ici, on a une craie blanche du XVIIe qui repose sur de la brique jaune ou du jaune bar. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que le jaune bar est en fait antérieur au XVIIe siècle. Donc on a ici, avec cette UC 301, vraisemblablement la partie la plus ancienne du château, qui est peut-être antérieure même au XVIe siècle, ici. Et c'est, voilà, au niveau des liaisons stratigraphiques, en tout cas, c'est ce que ça suppose. L'autre hypothèse par rapport à cette brique jaune, ce serait une reprise en sous-œuvre, parce que voilà, toute la partie basse, par exemple, en craie, était très abîmée, et donc à un moment donné, on a repris en sous-œuvre. Donc là, la brique jaune ne serait plus antérieure à la craie, mais postérieure à la craie. Simplement, vu le lien entre la brique jaune et la présence de briques jaunes aussi dans la dépendance sud qui se trouve dans le prolongement, il y a très peu de chances que ce soit une reprise en sous-œuvre, hein. Pour moi, la brique jaune est bien antérieure au XVIIe siècle, sans trop de problèmes. Alors, au niveau des dépendances, voilà, vous avez la dépendance ici sur l'aile nord, donc je vais passer très rapidement. Ces dépendances, si on revient
sur le plan ici, vous voyez, sur le plan de 1776-1779, les dépendances n'existent pas. On n'a que la travée du retour d'aile des corps de logis, et on n'a pas les dépendances dans le prolongement. Donc, 1779, elles ne sont pas là. En revanche, elles sont là sur le cadastre napoléonien. Vous voyez, ici, on a plus qu'une travée. On a un bâtiment qui est plus long. Le cadastre napoléonien est des années 1810. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, les dépendances ont été construites entre la fin de la décennie 1770 et le courant de la décennie 1810. Donc, on est vraiment à la fin du 18e ou dans les premières années du 19e siècle. Alors, à l'origine, ces dépendances sont construites en calcaire. On voit encore la base calcaire ici, mais notamment dans le cas de la dépendance nord, on voit aussi le calcaire. Dans le cas de la dépendance nord, il y a de fortes reprises en briques, notamment la façade sur cour qui est quasiment entièrement refaite en briques, et vous voyez de grosses parties en briques également sur la façade arrière. Voilà, pareil pour la dépendance sud, celle-ci est vraisemblablement un peu mieux conservée, puisqu'on n'a pas de reprises, beaucoup de reprises en tout cas, en briques, et on conserve les élévations plutôt en calcaire. Il y a la porte ici, qui n'est pas d'origine pour le coup, c'était vraisemblablement une porte plus petite, comme celle qu'on aperçoit ici, mais qui a été élargie pour créer, pour faire de cet espace-là un garage. Et voilà le relevé photogrammétrique justement de la paroi sud. Donc, vous voyez ici, cette partie-là, ça correspond à cette partie-là de la photo. Et alors, on retrouve dans le prolongement ici de cet angle en brique jaune, on retrouve là encore du jaune bar. Pour le coup, c'est vraiment du jaune bar. On a bien 3 lits de briques jaunes et 1 lit de craie à chaque fois. Donc, l'hypothèse qu'on peut émettre, c'est que dans son état primitif, le château n'était absolument pas un château en calcaire blanc, mais un château en briques jaunes et calcaire blanc, et que l'on avait donc un corps de logis qui existait déjà, une tour vraisemblablement, alors soit en pierre calcaire, soit également avec un appareillage mixte en briques et en pierre, et les courtines du château, dont une partie est conservée ici, qui étaient aussi en briques et en calcaire. Alors bien sûr, tout ça peut se discuter. Alors, les derniers, au-delà des dépendances, les derniers éléments ajoutés sont vraisemblablement les caves. En fait, les caves s'insèrent de manière très disparate dans l'organisation du logis, puisqu'elles n'existaient pas à l'origine. Il faut se souvenir qu'on est dans un milieu marécageux, et que avoir des caves en milieu marécageux, Dominique en témoignera, et ben ça prend l'eau, littéralement pour le coup. Et du coup, vous avez une première cave qui se trouve donc sous la pièce principale du corps de logis, donc on est vraiment au milieu du corps de logis, ça c'est le niveau de la pièce principale. On y accède par un petit escalier ménagé sous l'escalier principal qui dessert les étages. Vous avez une gaine très peu large, très peu haute, d'environ 1,30 m de hauteur qu'il faut parcourir. Donc vous avez l'escalier ici, la gaine, et vous accédez dans une pièce carrée d'environ 6,50 m de côté, où on a ménagé en briques et en ciment des logettes pour accueillir les denrées. Et donc tout ça est très récent, probablement pas antérieur à la fin du 19e siècle, puisqu'en fait, à la fin du 19e siècle, il y a une famille, la famille de Herly, qui fait l'acquisition du château, et on sait qu'ils font réaliser d'importants travaux au château, donc on le voit dans les pièces du rez-de-chaussée actuel, avec un certain nombre de décorations. Mais voilà, ces caves-là sont vraisemblablement aussi attribuables à cette période-là. On a une cave également sous la tour nord. Donc l'escalier est ici, il est constitué de briques rouges qui correspond au 19e, et il passe à travers le fourrage de la tour. Donc on a vraiment percé cet accès et percé cette cave après l'installation de la tour. Donc ce sont des caves, ça c'est valable pour les 3 caves qu'on va voir, couvertes en voûtins, soit des voûtins qui reposent sur des pièces de bois, comme c'est le cas ici, soit des voûtins qui reposent sur des pièces métalliques. Dans tous les cas, ces voûtins, ces couvertures en voûtins n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle dans le secteur et se retrouvent vraiment très fréquemment au XIXe siècle.
Alors ici, vous avez le conduit des fameuses latrines. En fait, cette cave, pendant la Seconde Guerre mondiale, a servi de réceptacle pour les latrines installées par les Allemands au pied de la tour nord. Et vous avez ici un petit jour, hein, qui permettait d'évacuer sans doute les mauvaises odeurs quand même. Et enfin, la troisième tour, donc elle se trouve sous la tour sud, hein, donc cette grande tour très délabrée, sous la tour sud, et c'est extrêmement intéressant puisque si on regarde, les deux tiers supérieurs correspondent à, alors il y a des reprises en briques, mais d'une manière générale, c'est de la pierre calcaire, et le tiers inférieur, c'est de la brique recouvert d'un enduit en ciment. Donc en fait, on voit vraiment ici dans les élévations que l'on a surcreusé en fait sous les fondations. La pierre blanche ici, ça correspond aux fondations de la tour, et on a surcreusé sous ces fondations pour ménager une cave. Et donc ça, c'est quand même, voilà, ça montre bien le côté postérieur. Là, pour le coup, on a bien une cave en sous-œuvre par rapport à la tour. Et alors, cet élément-là, hein, que vous voyez ici, c'est assez intéressant. Donc, vous avez une pièce de bois et une sorte d'élément maçonné en encorbellement. En fait, c'est la base de la tourelle d'escalier. Donc, vous voyez aussi la base de la tourelle d'escalier, ben, la cave est aménagée bien en dessous. Donc, on est vraiment en dessous des fondations originelles de la tour. Voilà pour ces différents éléments. Donc, je vais conclure assez rapidement. Il faut vraiment bien mettre en évidence la singularité qui est constituée par la tour sud. Cette tour sud, elle est vraiment très particulière, d'une part par sa forme intérieure notamment, puisque à l'extérieur on a quelque chose de très homogène, mais à l'intérieur les murs sont polygonaux, on voit que ça a été très retravaillé, les circulations ont été considérablement modifiées, et donc il est quand même très vraisemblable que on conserve à travers toutes ces anomalies, voilà, cette fameuse tour carrée, hein, en fait, enfin quadrangulaire, on l'aperçoit encore, hein, à travers l'évolution de cette tour sud, qui est sans doute l'élément le plus ancien vraiment du site conservé. Et donc, le phasage qu'on peut déduire un petit peu de tous ces éléments que j'ai balayés, mais très rapidement, on a l'existence à la fin du Moyen-Âge, mais il est difficile de préciser quand en l'état actuel, l'existence d'un corps de logis et au moins de cette tour quadrangulaire, hein, puisque c'est là, grosso modo, où on conserve les éléments en briques jaunes. Ça peut correspondre à la possession de la seigneurie d'Aquimbrone par la famille d'Isque, qui commence à apparaître dans les textes comme seigneur d'Aquimbrone au XIIIe siècle, et le site perdure dans cet état jusque dans la première moitié du XVIIe siècle. On a quand même une petite phase intermédiaire au XVIe, alors sans doute que le château, pendant les guerres entre François Ier, Charles Quint et Philippe II, le château a dû être très fortement mis à mal, et effectivement on a la mention de destruction très régulière dans les années 1440-1450 dans le secteur, et le château d'Aquimbrone n'y a sans doute pas échappé. Et donc on a probablement une reconstruction partielle du château au XVIe siècle. C'est ce qui explique les différents millésimes, et notamment la présence de la date, hein, 1550, sur la craie en calcaire gris. Et en réalité, ce n'est vraisemblablement qu'au XVIIe siècle que le château d'Aquimbrone prend l'allure qu'il a véritablement aujourd'hui, avec la reconstruction quasiment complète du logis, sur des bases anciennes sans doute, mais reconstruit complètement dans ses élévations. Et en même temps qu'on reconstruit ce logis, on rechemise les tours nord et sud pour en faire deux tours circulaires, en tout cas de l'extérieur, et des tours présentant une homogénéité architecturale qui est plus intéressante que finalement ce château peut-être constitué un petit peu de briques et de broc entre la fin du Moyen-Âge et le XVIe siècle.
Donc ça pourrait correspondre peut-être à la famille Marcotte, qui est quand même assez importante, et vraisemblablement plutôt à la famille de Beaufort, pour qui les travaux sont attestés à Quimbronne entre 1680 et 1688. On a des textes qui nous indiquent qu'ils ont fait des travaux. Alors, juste pour l'anecdote, je vous parlais tout à l'heure du couloir dans le logis, qui dessert les pièces au niveau du premier étage du logis. En fait, la première mention d'un couloir en Angleterre, c'est à la Beaufort House à Londres, donc vraiment très probablement associé à cette famille de Beaufort dont on a ici un rameau cadet, une branche cadet. Et ensuite, donc, on a l'adjonction des dépendances, donc dans les dernières années du XVIIIe ou au début du XIXe, et puis l'adjonction des caves, sans doute, à la fin du XIXe siècle, cette fois-ci. Et donc, voilà, c'est en fait l'ensemble de ces phases de construction qui explique l'allure du château d'Aquimbronne actuel et qui explique aussi la complexité à en lire les élévations. Alors, juste pour vous donner une petite idée de ce à quoi a pu éventuellement ressembler Quimbronne, il faut imaginer un château dans ce goût-là, donc avec voilà, des tours aux 4 angles, ici une tour plutôt quadrangulaire, plus ancienne, un corps de logis avec des ailes en retour, l'eau tout autour, évidemment. Alors là, on est dans un château royal, donc on a une monumentalisation supplémentaire avec vraiment une entrée encore en plus du Châtelet d'entrée, ce genre de choses n'a sans doute pas existé à Quimbronne, mais voilà, en tout cas, l'allure qu'il a pu avoir à l'origine. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup d'hypothèses dans ce dont je vous ai fait part pour répondre, pour continuer à documenter vraiment cette étude qui n'est qu'un point d'étape finalement dans la recherche sur le château. Et il faudrait poursuivre l'étude des sources d'archives, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le monsieur qui posait la question. Il y aurait une étude géologique et pétrographique également à faire pour cerner les différents types de pierres qui sont utilisées à Quimbronne. Je vous ai parlé déjà, on voit un calcaire gris, un calcaire blanc, mais dans le calcaire blanc, il y a probablement aussi différents types de pierres calcaires qui sont mises en œuvre. Essayer de trouver leur lieu d'extraction, ça serait quelque chose de très intéressant. On pourrait faire des analyses pétrochimiques des mortiers, là encore, donc connaître la composition des mortiers, ça permettrait de documenter plus finement les phases de construction du château. Étudier la corrélation entre les marques d'assisage et les modules des blocs de pierre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et enfin, la réalisation de potentiels sondages archéologiques permettrait d'apporter éventuellement des éléments de datation, donc du carbone 14 par exemple si on retrouvait des charbons, de la dendrochronologie, puisque dans un milieu marécageux, il n'est pas rare de conserver des pièces de bois qui ont pu servir, voilà, les fondations de châteaux en milieu marécageux peuvent se faire sur pieu par exemple, donc on pourrait retrouver ce genre de choses. Et ça permettrait aussi de préciser un petit peu la stratigraphie, donc les différentes unités construites les unes par rapport aux autres, et surtout confirmer le caractère ancien de ces parties en briques jaunes et en calcaire. Voilà, je m'arrête. Ça a été sans doute très dense, vous avez sans doute des questions, mais s'il y en a, il ne faut pas hésiter à les poser. D'abord, merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'était très dense. Avec plaisir, merci. Oui, c'est un très gros boulot et c'est vrai que c'est bien de pouvoir le partager parce que ça a fait. Enfin, toi, tu as travaillé bien plus que les 15 jours de chantier que vous avez passé à une petite dizaine sur place et c'est vrai que ça représente une somme de connaissances que nous n'avions absolument pas. Et encore aujourd'hui, en t'écoutant, je découvre des choses. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Oui, il faut qu'on fasse régulièrement des conférences, alors comme ça, on continuera d'apprendre des choses. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez connaissance d'autres constructions avec la brique jaune antérieure au XVIe siècle ici dans la zone? Non, et c'est là vraiment C'est une argile justement qui n'est pas de chez nous, elle est du côté de Saint-Omer.
Oui, Donc, tout à fait. La complètement, brique jaune complètement. est vraiment plutôt caractéristique de Saint-Omer. C'est vrai que la plupart des bâtiments que l'on connaît construits en brique jaune, mais que en brique jaune pour le coup, c'est plutôt à partir du XVIIe siècle. Oui. Là, on a cette association brique jaune et calcaire qui est assez étonnante déjà, C'est qu'on étonnant. retrouve peu fréquemment. Et non, en fait, je n'ai pas d'autres exemples de construction, Dans la en tout région, cas de voilà, construction moi, je veux dire, conservée. que nous ici, c'est pas Starville, là. Oui. Hein, dans la région de Nantes. Ça revient sur Saint-Omer. Ouais, non, non, vraiment dans la région de l'Indre, je n'en connais pas. Et c'est ça qui pose question quand même par rapport à l'antériorité de cette brique jaune. Et c'est pour ça que je laisse quand même planer le doute, même si au niveau des relations entre les différents types de maçonnerie, etc., c'est vraisemblablement la plus ancienne, mais elle est quand même étonnante. Voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a pas de certitude. Il faudrait aller faire des sondages, notamment au niveau des fondations, pour être sûr que c'est vraiment la partie la plus ancienne du château, que ça repose pas sur d'autres fondations totalement différentes, que ce n'est pas une reprise en sous-œuvre, etc. Ouais. Bien, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Non, alors, je pense que... Oui. Ah, voilà. Si j'ai bien compris, il n'y avait pas spécialement de douve au départ, malgré le dessin qu'on a. Ouais, c'est difficile à dire en réalité sur la question des douves. Là encore, c'est un sondage archéologique qui serait intéressant de mener, puisque vraiment, à l'aplomb des murailles, on n'en sait rien. Peut-être qu'on avait simplement le marécage, ça donnait un effet pied dans l'eau au château. Les canaux, pour moi, sont plutôt quelque chose de caractéristique du XVIIe ou de la fin du XVIe siècle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de douve avant. Mais en tout cas, on n'a pas de documents iconographiques, parce que antérieur à la fin du XVIe, c'est quasiment impossible d'en trouver. On n'a pas de documents iconographiques où on voit la présence de ces douves, et donc seule une approche de terrain, pour le coup, par l'archéologie, permettrait éventuellement de retrouver l'emprise d'anciens fossés, ou de douves. D'accord. Merci. Je vous en prie. Oui, moi aussi, j'ai noté ce point-là qui est parce qu'on a, on a un peu l'habitude de, enfin moi en tout cas, j'ai l'habitude de raconter qu'effectivement on est passé des douves au pied de la muraille avec les 4 tours à un lieu de résidence et d'agriculture avec ces canaux qui sont un signe de modernité aussi du XVIIe siècle, quelque part. Tout à fait. C'est le couloir, les canaux, et c'était la petite touche moderne. Et si on regarde bien aussi, d'ailleurs, le plan du cadastre, on voit qu'on a quand même les canaux qui sont dans le prolongement, enfin beaucoup en tout cas, dans le prolongement de cette façade, de la façade arrière, qui est complètement reconstruite et qui elle-même ménage des effets visuels pour mettre en valeur le logis. Et donc probablement que la présence de ces canaux, la présence de ces jardins devait créer un étagement propice à mettre en valeur l'édifice. Voilà. C'est ce qu'on, enfin voilà, c'est toute l'utilisation de la perspective forcée dans l'aménagement des jardins et de l'architecture qu'on connaît à Versailles et partout ailleurs dans les châteaux, et même sur des exemples que j'ai pu étudier moi en France, en Bretagne, enfin dans le nord de la France, en Bretagne et jusqu'aux Pays-Bas, on a cette utilisation de procédés de perspective forcée, de modification des volumes architecturaux pour donner l'impression que le château est plus grand que ce qu'il n'est en réalité, etc. dès la fin du XVe siècle.